Le marché dans tous ses états. On est en compagnie d'Olivier Guilloux, le directeur de la gestion d'Ecofi Investissement. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Et c'est vrai que ce marché, il a fait de sacrés soubresauts entre le quatrième trimestre 2018 très compliqué et le rebond du premier trimestre. Comment on peut expliquer cet état de fait ? Oui, les marchés en fait ont évolué en forme de V avec une forte baisse au quatrième trimestre 2018 et le rebond symétrique au premier trimestre 2019. Alors, on l'explique finalement par une normalisation sur les marchés puisque on avait déjà évoqué cette situation un peu paradoxale et anormale des marchés au quatrième trimestre où finalement les marchés se sont mis en mode récession, alors que l'économie nous disait simplement plus un ralentissement. Donc il y avait un écart assez significatif entre la perception des économistes et la perception des marchés. Donc c'est un retour à la normale. Est-ce que c'était également votre scénario, cette récession en fin d'année ? Non, pas du tout. On avait bien identifié le ralentissement, mais au-delà de ça, ce qui était joué, on l'avait évoqué, notamment les problèmes en Allemagne sur l'industrie. On pensait que c'était transitoire. Alors ça déborde un peu sur l'année 2019, mais le rebond est assez naturel. Mais il y a eu comme des éléments qui ont changé, notamment le virage à 180 des banques centrales qui ont redonné en fait du carburant pour les marchés financiers et notamment sur certains secteurs qui bénéficient de la recherche de rendement. Alors virage à 180 degrés de la part des banques centrales, mais on a aussi eu des levées d'incertitudes sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis et également sur le Brexit. Oui, ça avait un peu pollué l'année 2018, cette séquence, ces séries de mini-crises en fait, politiques ou commerciales. On voit bien que sur le front États-Unis-Chine, les choses sont en train de se décanter puisqu'on attend un accord assez vite. Le risque après, c'est évidemment que l'administration Trump passe sur autre chose et notamment on pense aux automobiles pour l'Europe. Donc ça, c'est des choses qui vont nous préoccuper dans les prochaines semaines. Mais au-delà de ça, c'est vrai que le Brexit, qui était une inconnue majeure, s'est décalé dans le temps. Donc pour ça, ça donne un peu de perspective, un peu de temps. Et puis finalement, il reste simplement les élections européennes. On pensait que ça pouvait être un phénomène de crispation, un point de crispation, mais c'est même pas sûr. Le marché, en tout cas le CAC 40, notre indice national, est désormais au-delà des 5500 points. Comment réagir maintenant pour le deuxième trimestre et au-delà ? J'évoquais tout à l'heure la phase de normalisation. On pense que cette phase elle est en train de s'achever. Et donc on serait plutôt enclin à privilégier une pause dans la hausse des marchés, voire une légère consolidation. Il faut se souvenir que la volatilité est très basse. Et donc voilà, donc c'est plutôt une pause. Ceci dit, le message pour la deuxième partie de l'année est somme toute assez positif. Ça passe par effectivement un rebond dans l'industrie. Et on voit bien que la relance qui est en place en Chine devrait amener des effets favorables d'ici 2 à 3 trimestres. Et donc je pense que c'est ce qui va être joué par les marchés. On s'attend à une amélioration substantielle et notamment en termes de flux sur les marchés européens. Vous soulignez également la recherche de rendement, que ce soit sur les actions comme sur les obligations. Oui, donc on le voit bien, la deuxième phase de hausse, en fait, on a eu une accélération de cette recherche de rendement. Donc c'est lié à la modification un peu de la politique des banques centrales qui décale dans le temps les hausses des taux. Donc finalement, la recherche de rendement est un axe important pour les investisseurs et on le voit bien à la fois sur les obligations, notamment privées, le high yield. On le voit sur les actions, notamment sur la recherche de rendement à cette période de dividendes et notamment sur le secteur financier. C'est un élément très important. Recherche de rendement à tout prix, est-ce que c'est également le cas chez Ecofi Investissement ? Oui, tout à fait. Dans nos portefeuilles, on a axé nos investissements sur cette recherche de rendement. Donc, j'évoquais les classes d'actifs obligataires sur le high yield, également sur les actions. Et au-delà de ça, on est plutôt sur une dynamique encore cyclique versus défensif. Et c'est le positionnement qu'on prend. Olivier Guilloux, merci. Merci Fabrice.
On se dit tout, on est en compagnie de Pierre Valentin, le président du directoire d'Ecofi Investissement. Bonjour Pierre. Bonjour Fabrice. On va parler avec vous de rémunération des dirigeants. La question est hautement sensible. Aujourd'hui, les gros bonus, les salaires défraient la chronique, notamment les patrons du CAC 40. John Pierpont Morgan, JP Morgan, le fameux banquier, considérait au début du XXe siècle qu'il fallait garder un écart de 1 à 20 entre le patron et ses employés. Alors, ma première question, Pierre, est-ce qu'il y a un bon niveau de salaire en 2019 ? Alors, je ne sais pas s'il y a un bon niveau de salaire, mais je crois qu'on peut quand même répondre à ta question en prenant une perspective historique. Ce ratio de John Pierpont Morgan, il était de 20 à son époque. En 80, il était de 33. En 90, il était de 71. En 2000, il était de plus de 350. Et puis il y a eu la crise financière, donc il a rebaissé même du côté de 200, et puis il est remonté autour de 300 aujourd'hui. Donc est-ce qu'il y a un bon niveau de salaire pour les dirigeants? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui on est très certainement dans l'excès. Et ça pose de gros problèmes de cohésion, à la fois dans l'entreprise et vis-à-vis de la société. Par exemple, les patrons du CAC 40, c'est une moyenne de plus de 4 millions d'euros en 2017, et sûrement ça a augmenté en 2018. Vous parlez de problèmes de cohésion, justement, quels sont ces problèmes de cohésion que ça pose dans les entreprises et dans la société en général? Je crois que dans l'entreprise, ça pose un problème d'acceptabilité. Il faut que les salariés considèrent que ça vaut le coup de se crever au travail, même si l'essentiel de la rémunération variable et quelquefois de la rémunération fixe va à leur patron. Et c'est d'autant plus important que souvent les patrons, les dirigeants d'entreprise ont des discours vis-à-vis des salariés en disant notre réussite, c'est une réussite collective, nous formons une équipe. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe dans laquelle un patron peut avoir une rémunération variable qui est un multiple de 5 ou 6 fois son fixe, alors que jamais vous n'avez vu un ouvrier ou un employé, même s'il fait quelque chose d'exceptionnel à sa place, avoir une prime de 5 fois son salaire fixe. Et puis on l'a vu, ça grince aussi des dents dans la société, c'est quelque chose qu'on accepte de moins en moins finalement. Oui, alors dans la société, le problème est un petit peu différent. Dans des sociétés occidentales comme les nôtres, où le PIB progresse peu, s'il y a une petite partie de la population qui capte une partie de plus en plus grande du PIB, il ne reste pas beaucoup pour les autres et le résultat c'est la stagnation des revenus des classes moyennes, quelque chose qu'on voit un peu en France mais surtout aux États-Unis depuis 30 ans. Alors face à ce constat, quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrebalancer cette situation? Alors on peut faire beaucoup de choses. D'abord il y a un certain nombre de lois qui permettent de limiter les principaux excès. On peut citer des lois françaises importantes, par exemple en France, la retraite chapeau, qui est souvent l'objet de nombreuses polémiques, est nécessairement conditionnée à un niveau de performance de l'entreprise. Mais au-delà de ça, je crois que les choses importantes, c'est le fait de donner aux investisseurs la possibilité de se prononcer sur la rémunération des dirigeants, ce qu'on appelle le C-on-Pay, et le C-on-Pay contraignant, pas simplement consultatif. Alors c'est en vigueur en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et donc c'est quelque chose qui se développe, et ça permet à l'investissement socialement responsable de donner toute sa mesure. Alors justement, on parle d'Ecofi Investissement, quelles sont vos actions spécifiquement pour justement vous aussi aller dans ce sens? Alors nous, on exige un certain nombre d'informations quand la loi ne les demande pas. On vote évidemment à toutes les assemblées générales, donc on peut se prononcer sur le C-on-Pay. On a comme pratique de limiter, de voter contre les rémunérations variables lorsqu'elles représentent un multiple qui nous semble excessif de la rémunération fixe. Et on demande aussi évidemment que la rémunération variable soit indexée sur des indicateurs objectifs, significatifs et si possible avec au moins un indicateur de responsabilité sociale d'entreprise. Voilà, c'est peut-être la solution, en tout cas une des solutions, une des pistes envisagées pour ce qui concerne la rémunération des dirigeants. Merci Pierre Valentin. Merci. L'OCDE estime que les pratiques d'optimisation fiscale des entreprises font perdre aux États entre 100 et 240 milliards de dollars de recettes par an. Et selon la Commission européenne, environ 1000 milliards d'euros sont perdus chaque année en Europe à cause de l'évasion et de la fraude fiscale. Les investisseurs savent que les stratégies d'évitement de l'impôt, légal ou non, ont un coût social et humain élevé qui se répercute sur les entreprises. De plus, l'optimisation fiscale agressive de certaines entreprises peut présenter des risques légaux et des réputations sur les sociétés et leurs investisseurs. L'optimisation fiscale devient donc un vrai risque.
Ecofi Investissement exclut de l'ensemble de ces investissements les émetteurs dont le siège social est enregistré dans un paradis fiscal. En cohérence avec la politique du crédit coopératif, Ecofi Investissement s'appuie sur deux sources pour définir un paradis fiscal. La liste des États et territoires non coopératifs fixés par la loi française et les classements de l'ONG Tax for Justice Network fondés sur les scores d'opacité fiscale des pays. Cette liste est actuellement composée de 53 pays comme Monaco, Panama ou Taïwan. Ecofi Investissement dialogue aussi avec les sociétés afin d'améliorer leurs pratiques en termes de transparence sur la fiscalité, par exemple en publiant les impôts payés pays par pays.